à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte aussi avec vous les enjeux et les actualités du monde de la gestion de patrimoine à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord à nous intéresser aux stablecoins, ces crypto-actifs indexés à des monnaies réelles. Nous nous demanderons avec Gonzague Grandval, cofondateur et CEO de Scheme, quelle est leur utilité, mais aussi comment ils sont créés, alors même que les mécanismes de création monétaire seraient, en tout cas en théorie, pas les mêmes dans un cryptoactif que dans une monnaie réelle. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, où nous nous intéresserons de près à la procédure de surendettement. Qui est concerné, vers qui se tourner lorsque l'on se trouve dans une situation de surendettement? À partir de quand peut-on considérer que l'on est surendetté? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec Maître Myriam Benjeloun, avocate au barreau de Paris et notamment spécialisée sur les procédures de surendettement. Mais nous en parlerons également avec Jean-Louis Kiel, président de la Fédération française des associations Crésus pour Chambre régionale du surendettement social. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine tous les mercredis. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux stablecoins, donc ces crypto-monnaies stables, comme leur nom l'indique, à l'inverse des cryptos plus spéculatives comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui voient leur cours fluctuer au gré des investissements. On va se demander ensemble quelle est l'utilité de ces stablecoins. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gonzague Grandval. Bonjour Gonzague Grandval. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur et CEO de Scheme. Scheme, en un mot, c'est une plateforme de gestion d'actifs numériques. Le métier de Scheme, c'est d'un côté d'accompagner des entreprises qui voudraient développer des stablecoins, justement, et de l'autre, d'aider à la gestion, finalement, de ces stablecoins. C'est exactement ça. Nous travaillons à l'émission de ces stablecoins. Et également, nous proposons une plateforme de gestion pour gérer leur cycle de vie. Donc, c'est valable à la fois sur les stablecoins comme actifs numériques, et puis également, depuis peu, sur les NFT, dont on parlera peut-être un jour. Alors, pour l'instant, on va se concentrer sur les stablecoins. Première question sans surprise, un stablecoin, comment est-ce qu'on pourrait le définir concrètement? C'est une crypto-monnaie ou un crypto-actif en tout cas, mais dont le cours de vie n'a rien à voir avec celui du Bitcoin ou de l'Ethereum, qui sont les crypto-actifs les plus connus. Oui, exactement. Alors finalement, pour expliquer le stablecoin, peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'historique et pourquoi est-ce qu'on a créé des stablecoins. D'accord. Alors en fait, le marché crypto est né il y a plus de 10 ans maintenant et tous les échanges se faisaient en crypto. Et pour acheter des cryptos, pour les échanger sur les places de marché, on utilisait principalement du dollar et un peu à la marge de l'euro. D'accord. Ces échanges avaient donc des frictions assez importantes avec le monde bancaire, puisque pour envoyer de l'argent de Paris à Singapour, pour arbitrer entre deux positions de place de marché qui étaient éloignées dans le monde, il fallait faire des virements bancaires longs et coûteux, parfois dans des monnaies différentes. D'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, si jamais je décidais d'investir en Bitcoin le lundi, mais qu'en fait mon virement n'était pris en compte que le mercredi, le cours du Bitcoin pouvait avoir évolué par rapport à la valeur que moi j'avais décidé d'investir au départ. Exactement. Donc non seulement le cours a pu évoluer, mais en plus déplacer, alors pour un trader professionnel, des millions de dollars de New York à Singapour, Hong Kong, ça prend du temps et surtout ça coûte très cher. D'accord. Alors finalement, pour pallier ces deux problèmes, à la fois la rapidité et le coût, il a été imaginé de développer sur une blockchain, donc à l'instar des crypto-monnaies en parallèle, de créer d'autres formes de tokens sur les mêmes blockchains. D'accord. Et ces tokens étant adossés à des réserves en monnaie fiat, comme on les appelle, donc du dollar ou de l'euro, de façon à pouvoir véhiculer sur la chaîne un token dont la contre-valeur est vraiment garantie par un sous-jacent. Donc ça veut dire que mon token vaut 1 dollar ou 1 euro et ça vaudra systématiquement quel que soit le cours finalement du Bitcoin, puisque quand le Bitcoin évolue, généralement les autres crypto-actifs évoluent également, mais là ça n'a pas d'incidence sur les stablecoins. Non, aucun lien avec la valorisation des crypto-monnaies. Je décide donc de mettre une somme X sur un compte bancaire et en parallèle, je peux émettre la même quantité, la même somme en token valant justement 1 dollar. Si on a mis 100 dollars, je peux émettre 100 tokens qui valent 1 dollar. La confiance dans ces 100 dollars que j'aurais émis de façon cryptographique, elle est fondée sur la confiance que j'ai dans le fait que les 100 dollars sur un compte bancaire sont bien sécurisés et ne vont pas être dépensés. Donc il y a toujours un sous-jacent correspondant à ce qui a été émis. Et donc là, l'usage, en fait, c'est vraiment de pouvoir trader plus facilement en crypto-actifs. C'est une sorte de pré-investissement, en fait. D'abord, on échange en fait ces dollars ou ces euros en stablecoin et ensuite, on va acheter les crypto-monnaies sur lesquelles on veut investir. Alors c'est exactement ça, c'est que aujourd'hui, je vais changer
1000 dollars en crypto-dollars. Aujourd'hui, les deux plus grands crypto-dollars sont le Tether et l'USDC. D'accord, donc ça c'est deux stablecoins pour le coup, crypto-dollars stablecoin, d'accord. Deux stablecoins crypto-dollars réputés. Donc je change 1000 dollars en 1000 USDT. D'accord. Et avec ces 1000 USDT, je vais pouvoir envoyer l'argent sur n'importe quelle place de marché qui accepte ce crypto-dollar. Et en l'occurrence, quasiment toutes les places de marché l'acceptent. D'accord. Ce transfert va être quasiment instantané, ne va rien me coûter, sera irrévocable et donc sera très simple à opérer pour un trader ou un acteur du monde crypto. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 98 ou 99% des échanges de crypto-monnaies ne se font plus contre du dollar, mais contre du crypto-dollar. D'accord. Le dollar a complètement disparu des échanges de crypto-monnaies au profit des crypto-dollars, puisque, encore une fois, on limite l'adhérence avec le monde bancaire. Les exchanges, donc les plateformes où on échange les crypto-monnaies, n'ont plus besoin de tenir des comptes en dollars pour les contreparties de chaque échange, mais des comptes en crypto-monnaie, ce qui est un peu plus simple pour elles et selon les régulations également. Donc pour bien comprendre, si jamais je fais un parallèle avec un PEA par exemple en bourse, ça veut dire que quand on est investi sur des actions, en fait on a acheté du Bitcoin, de l'Ethereum ou de plein d'autres crypto-monnaies que je ne cite pas ici mais qui existent, quand on a finalement de la trésorerie sur son compte, là pour le coup c'est en stablecoin et c'est l'usage principal qu'on peut avoir des stablecoins actuellement. Exactement. C'est quand j'ai revendu mes bitcoins ou mes Ethers, je récupère du crypto-dollar. Je peux les convertir en dollars si je veux, donc je refrotte avec le monde bancaire, ou je reste en crypto-dollars, et ça se conserve de la même façon qu'une crypto-monnaie, c'est-à-dire sur un ledger ou sur une place de marché, et ensuite je peux les envoyer à droite ou à gauche pour les réinvestir ailleurs dans une autre... Et c'est là où on se posera peut-être la question des autres usages qu'on peut faire avec ces stablecoins. Juste avant, moi j'aimerais quand même essayer de comprendre comment ils sont construits, puisque ça veut dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le cours de l'euro ou le cours du dollar, si on reste sur l'exemple dollar, un stablecoin donc de ceux que vous nous avez donnés, c'est quoi, Tether par exemple? Tether, c'est du dollar, oui. Tether, voilà, donc un Tether est systématiquement égal à 1 dollar, peu importe le cours du dollar également. C'est-à-dire que ça ne bouge pas par rapport au cours des cryptoactifs, mais ça suit le cours du dollar quoi qu'il arrive. Oui, c'est toujours 1 dollar. D'accord. Alors, on peut dire que ça vaut toujours 1 dollar. La réserve qu'on peut mettre à cette assurance, c'est la confiance qu'on va avoir dans le sous-jacent. D'accord. Donc, Tether, en l'occurrence, c'est une capitalisation de près de 80 milliards de dollars. D'accord. C'est-à-dire que théoriquement, ils ont des comptes bancaires sur lesquels il y a 80 milliards de dollars correspondant aux 80 milliards de Tether qui ont été émis. D'accord, donc à chaque fois qu'on émet un jeton, en fait, on met sur un compte bancaire physique, pour le coup réel dans une banque, entre guillemets, enfin réel, irréel, la question n'est pas là, mais dans une banque traditionnelle, 1 dollar correspondant au jeton qui a été émis. Absolument. Ça permet de couvrir finalement la monnaie virtuelle créée. Donc c'est la garantie. D'accord. C'est la garantie. Et donc la confiance que l'utilisateur va avoir dans ce crypto-dollar ou ce crypto-euro est en partie fondée sur la confiance qu'ils vont avoir dans l'entité commerciale qui gère la réserve de ce crypto-dollar. D'accord. Alors il y a eu beaucoup sur Tether en particulier ce qu'on appelle du FUD, c'est-à-dire vraiment de l'incertitude, du doute qui a été amené sur la société Tether en disant que les réserves n'étaient pas liquides, n'étaient pas fondées sur du fiat, étaient fondées sur plein d'autres choses. Et en effet, il y a un peu de trouble sur... Oui, parce que la société elle-même n'a jamais confirmé effectivement qu'elle avait effectivement les réserves qu'elle prétendait avoir. Absolument, elle a confirmé par différentes voies en indiquant qu'ils avaient d'autres réserves que simplement du dollar fiat sur des comptes bancaires. Cependant, on peut penser que Tether est devenu un peu too big to fail, 80 milliards de dollars. C'est vraiment le crypto actif qui domine les échanges en crypto-monnaie aujourd'hui. C'est presque 50 milliards de transactions par jour, donc c'est vraiment énorme. Le second crypto-dollar, c'est USDC, émis par la société Circle. Celui-ci, c'est 50 milliards de capitalisation boursière, mais ce n'est que 3 milliards de transactions quotidiennes par rapport aux 50 milliards de Tether. Bien sûr, ouais. Donc celui-ci est vraiment un stablecoin qui gagne aujourd'hui en notoriété et en image. Ils ont des réserves qui sont beaucoup plus transparentes. Mais alors, pourquoi une concurrence entre stablecoins, puisqu'il n'existe qu'une seule monnaie dollar ou qu'une seule monnaie euro? Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs stablecoins sur le même, indexés sur la même monnaie dollar? Alors justement, parce que ce sont des actifs un peu privatifs, émis par des sociétés privées, et avec des confiances différentes selon les sociétés. Et donc, pour les acteurs de ce marché, il y a des risques de contrepartie à utiliser un stablecoin de la société Tether qui est en Asie par rapport à un stablecoin de la société Circle qui est aux États-Unis. D'accord, donc tout était en lien à la confiance qu'on a dans la monnaie, finalement comme dans un sujet de monnaie réelle pour le coup. Absolument, c'est la confiance qu'on va avoir dans l'émetteur. Et là, il y a une confiance
un peu supérieur dans le stablecoin USDC, ce qui fait que les usages de l'USDC sont principalement liés à la thésaurisation d'échanges suite à des échanges en crypto-monnaie. Donc, lorsque je prends mes gains dans une crypto-monnaie et que je veux les conserver, j'ai davantage confiance dans l'USDC. Donc, c'est moins une monnaie qui s'échange quotidiennement que le Tether, qui lui est une monnaie qui s'échange beaucoup, mais en revanche, on le garde un petit peu moins parce que la confiance est moins élevée que celle de l'USDC. Bon, alors on a encore envie de poser plein de questions sur ces stablecoins, mais leur tourne juste pour bien comprendre. On ne peut émettre un stablecoin que si on a la contrepartie nécessaire sur un compte bancaire, ou on peut aussi s'en affranchir, quitte à faire prendre plus de risques à celui qui investit. Oui, alors en effet, il y a plusieurs types de stablecoins. Le premier est vraiment le plus important, comme on disait, ce sont les stablecoins adossés à des réserves fiat bancaires. Ça représente vraiment 90% du marché des stablecoins. Ensuite, on a des stablecoins qui sont backés, enfin dont le sous-jacent sont des crypto-monnaies. D'accord. Et donc ceux-là sont surcollatéralisés. C'est-à-dire que pour avoir $1000 de stablecoin, je vais mettre, disons, $1500 en Ether sur un compte séquestre en crypto-monnaie. Pour se prémunir de la variation du cours de l'Ethereum. Pour se prémunir ou de l'Ether, pardon. Ouais. Et si le cours chute massivement, il y a des appels de marge et des liquidations des contreparties qui auront été faites. Donc on l'adosse aussi à des crypto-monnaies. Et puis il y a depuis quelques mois ou un an ou deux, l'apparition de stablecoins algorithmiques qui, eux, cherchent à s'affranchir complètement de l'intermédiation dans leur fonctionnement. Et c'est vraiment un algorithme qui joue le rôle de banque centrale en émettant et en retirant des stablecoins du marché. Justement, ça amène à la question que je me posais, c'est est-ce que du coup ces stablecoins sont aussi décentralisés que la finance décentralisée le promet en théorie? Puisque du coup, là, on passe par quelqu'un qui va systématiquement vérifier, assurer un risque de contrepartie. Donc on recentralise finalement ces monnaies, ces stablecoins. Oui, alors je pense qu'il faut voir la tendance. La tendance qu'introduit le phénomène des blockchains, c'est la tendance à la décentralisation. Sur le chemin de la décentralisation, il y a beaucoup d'initiatives qui ont des points de compromission, qui sont des points centralisés. Aujourd'hui, Bitcoin, par exemple, est complètement décentralisé. Tether est centralisé parce qu'il y a une société. Et puis ça peut être le cas avec d'autres crypto-monnaies, avec d'autres stablecoins qui sont souvent centralisés par un émetteur qui a un compte bancaire ou qui a une société. Mais la tendance est de travailler, en tout cas, puisque les solutions ne sont pas encore très très grand public, mais de travailler le plus possible à décentraliser et à avoir des systèmes complètement protocolaires, algorithmiques, qui s'affranchissent de tous les tiers de confiance. Alors c'est pas facile, parce que ça demande vraiment des ajustements très fins pour concevoir ces produits et les entretenir sur le marché, mais c'est une tendance très profonde du marché. Bon, alors il nous reste quelques secondes vraiment, Gonzague Grandval. On a parlé des autres usages, donc là on a parlé du trading. Une fois qu'on se retrouve avec ces stablecoins sur son compte bancaire, qu'est-ce qu'on peut en faire, si ce n'est que de les repasser en dollars? Il y a d'autres usages qu'on peut imaginer avec les stablecoins? Oui, alors évidemment, tout le monde pense rapidement au paiement, le paiement électronique. Et en effet, alors on va utiliser les gros mots, le Web3 et toutes ces choses-là, mais le métaverse, la métaverse, les NFT, voilà. Arriver dans ce monde qui est purement numérique, qui a très peu de lien avec le monde physique, on va commencer à s'échanger des actifs qui sont des actifs numériques. Donc on va échanger des NFT, on va échanger ces fameux parcelles de cadastre de monde décentralisé. Tous ces échanges vont se faire en crypto-monnaie. Alors ou bien ils se font en crypto-monnaie native, donc, ou en stablecoin. Ou en stablecoin, ce qui va permettre une meilleure lisibilité des transactions et savoir que je vais pouvoir acheter un NFT $100 ou $1000 plutôt que 0,37 Ether. Donc ça va commencer à arriver dans ce type de transaction. On verra plus tard leur arrivée dans le monde physique, retail. C'est tout à fait possible. Il y a de nombreux projets qui vont pousser dans cette direction. Je rappelle, on avait déjà parlé une fois. On en avait parlé la dernière fois, effectivement. Bon, là, on n'a plus du tout le temps, mais aller dans ce monde-là. On avait parlé du LUG, mais on pourra reparler peut-être effectivement des NFT ou du lien entre les deux. Merci beaucoup, Gonzague Grandval. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Scheme. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous intéresser à la procédure de surendettement. Lorsque vous avez souscrit trop de crédits, que vos remboursements et vos charges sont trop importantes par rapport à vos revenus, vous pouvez vous placer en situation de surendettement. La procédure vous permet alors d'un certain nombre d'aides pour faire face à cette situation. Mais qui a le droit? Comment cela fonctionne-t-il? Vers qui se tourner?
Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Myriam Benjeloun, avocate au barreau de Paris et notamment spécialisée sur les procédures de surendettement. Bonjour Maître Myriam Benjeloun, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également Jean-Louis Kiel. Bonjour Jean-Louis Kiel. Bonjour. Président de la Fédération française des associations Crésus pour Chambre régionale du surendettement social. Amusant d'ailleurs la contraction. C'est un nom qui ne fait pas peur. Qui ne fait pas peur. Exactement, vous êtes présent sur toute la France pour aider les personnes en situation de surendettement. Déjà, on va commencer avec vous, Jean-Louis Kiel. De quoi parle-t-on quand on parle de surendettement? Est-ce qu'il y a un seuil défini? Est-ce que ça dépend des différents profils? C'est simple, il suffit de faire un petit bilan, de mettre d'un côté les ressources, vérifier si on a activé l'ensemble des aides, APL, prime Pôle emploi, et d'autre part les charges fixes, les impôts, le loyer, l'électricité, les crédits qu'on a en cours et si le reste à vivre, c'est-à-dire la somme nécessaire pour nourrir la famille, pour faire de l'épargne ou pour avoir des loisirs, est insuffisante, voire même déficitaire, c'est-à-dire qu'on a un endettement structurel. Là, il faut agir vite et se tourner vers les procédures. Donc là, il n'y a pas de seuil défini, on parle d'insuffisance par rapport aux nécessités, aux charges et aux nécessités qu'on peut avoir de dépenses par mois. Et l'élément central, c'est le reste à vivre. Et j'invite tous nos concitoyens à faire un calcul, de faire un petit bilan, ça se fait en 5 minutes, et de vérifier avant de souscrire un nouveau prêt, voire prendre de nouveaux engagements, de prendre les mesures rapidement et non pas quand la maison brûle. Et alors justement, ça veut dire qu'on peut être surendetté sans le savoir? On le sait parce que je pense qu'à un moment donné, il y a le découvert bancaire, par exemple, qui commence à être dépassé, qu'on dépasse l'autorisation, qu'il commence à y avoir des rejets. Au lieu de rechercher à emprunter, c'est en fait de refroidir la machine. Et on le constate, beaucoup de ménages sont par exemple surassurés, ont 4 assurances qui couvrent la même chose et ne bougent pas. Et là, il faut rapidement agir et on peut sauver finalement une situation sur 2, permet, si l'on agit précocement et on fait ce bilan, de trouver une solution et d'éviter le drame du surendettement, qui n'est pas un drame, parce que c'est un moment de la vie où il faut agir vite. Mais c'est un moment qui peut être effectivement compliqué. C'est intéressant cet exemple des assurances, parce que ça montre qu'effectivement, on n'est pas forcément surendetté avec des crédits et des dettes à rembourser, mais parfois avec des charges qui peuvent être très élevées. Myriam Benjeloun, la définition qui est donnée du surendettement par Jean-Louis Kiel laisse entendre qu'on est face à des gens qui ont des faibles revenus. Est-ce que c'est toujours le cas? Quel est le laisse entendre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que c'est toujours le cas ou quels sont les profils que vous rencontrez dans des situations de surendettement? Alors en effet, les situations de surendettement ne sont pas de l'apanage seulement des personnes qui ont des revenus faibles. D'accord. Le revenu médian est à peu près de 2 000 euros dans les dossiers de surendettement. Alors bien évidemment, vous aviez même des salariés en CDI qui sont en situation de surendettement, donc ce n'est pas forcément le chômage ou les situations de précarité. Et au niveau des catégories socioprofessionnelles, vous aviez à peu près 50% qui sont des ouvriers ou des employés, mais vous avez également des professions, des cadres, des professions intellectuelles, bon, ça représente à peu près 1,5%, et vous avez beaucoup de catégories moyennes, des professions intermédiaires, qui représentent de plus en plus de personnes qui sont en situation de surendettement. Et donc là, pour ces gens-là, le sujet, c'est pas tellement le niveau de revenu, mais c'est le niveau de charge qu'ils ont associé de l'autre côté, en fait. Exactement, et le nombre de crédits souscrits, parce que ce qui se passe dans les faits, c'est que les gens n'arrivent plus à rembourser leurs crédits, et on se retrouve avec un passif qui est beaucoup plus important que l'actif. Donc c'est vrai que ces personnes ont du mal à se dire qu'ils sont en situation de surendettement, mais à un moment, comme a dit monsieur, c'est une situation où il y a des rejets, des découvertes bancaires, et c'est très difficile de prendre conscience de cette situation de surendettement. Mais en fait, il suffit en effet d'avoir des difficultés à régler ces charges. À quel moment on doit s'alerter ? C'est au moment du découvert bancaire, c'est quand on commence à avoir beaucoup de créanciers qui nous relancent, quand on commence à avoir des huissiers qui commencent à nous envoyer des recouvrements. Et donc c'est à ce moment-là où la situation devient critique. Et en général, c'est les sociétés de recouvrement ou les huissiers qui mettent la puce à l'oreille aux débiteurs et qui, à ce moment-là, se rapprochent soit des travailleurs sociaux, soit des avocats
pour essayer de trouver des solutions concrètes. Et alors justement, donc, parmi les solutions, il y a cette procédure de surendettement, procédure qui s'effectue auprès de la Banque de France, qui va décider de vous placer ou non en situation de surendettement. Jean-Louis Kiel, dans cette procédure, les associations Crésus interviennent à quel moment? C'est-à-dire qu'on vient vous voir et on vous dit j'y arrive plus, qu'est-ce que je peux faire? Ou on vient vous voir un petit peu plus tard quand on a déjà fait des démarches seuls au niveau de la Banque de France? Les deux cas sont fréquents. C'est d'abord au moment où l'on commence à avoir des difficultés, où la maison brûle déjà d'ailleurs, alors qu'on pourrait agir beaucoup plus tôt. C'est le problème de l'éducation financière et budgétaire. Nos concitoyens en France, vous voyez, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas en parler. Et on en parle trop tard. Quand ça va mal, on n'aime pas en parler. Et malheureusement, quand la maison brûle, on fait d'abord ce bilan qui est vraiment essentiel, qui est un bilan sociologique et financier. Donc ça, vous le faites au sein des associations Crésus, vous le faites ensemble? Au sein des associations Crésus, sans porter de jugement. Nous n'avons pas un rôle de moralisateur. Notre rôle, c'est simplement de mettre à plat la situation. Souvent, les couples viennent nous voir et l'un a souscrit des prêts, l'autre n'était pas au courant. Donc, de clarifier la situation et ensuite de la qualifier, de la préqualifier. Est-ce qu'on va vers un dossier de surendettement ou est-ce qu'on peut refroidir la machine, arbitrer sur certaines charges? Bien sûr. Et passer parfois par un délai de grâce qui est une solution douce qui permet aux personnes d'obtenir une suspension pendant un certain temps jusqu'à ce que le régime matrimonial soit liquidé, jusqu'à ce qu'une succession soit liquidée. Donc là, c'est aller voir les créanciers et leur demander un délai sans passer par la Banque de France. C'est voir le juge, puisque c'est par voie de requête. On saisit le juge, il vous suspend pendant 6 mois ou 18 mois ou 2 ans au maximum les dettes et il vous permet d'être à jour de vos dettes courantes. Et lorsque vous avez retrouvé du boulot, vous reprenez le cours normal des choses. Et puis, si c'est plus grave, il faut passer par la procédure de surendettement. Il ne faut pas avoir peur de le déposer. Il faut le faire très tôt pour éviter la fameuse spirale dont vous parliez tout à l'heure. Elle est protectrice, cette procédure. Elle permet de protéger le bien principal lorsque les gens sont propriétaires. Donc, c'est une procédure d'excellence que nous avons en France. Et bien justement, on va rentrer dedans. Alors, Myriam Benjelloun, on parle de juge, on parle de procédure de surendettement vis-à-vis de la Banque de France, des sujets qui peuvent faire peur, parce qu'effectivement, on n'aime pas parler d'argent, mais on aime encore moins aller se frotter à la justice. Vous êtes avocate, vous accompagnez ces gens dans ces procédures de surendettement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être accompagné, notamment quand il s'agit d'aller porter son dossier devant un juge ou expliquer qu'on est réellement dans une situation de surendettement vis-à-vis de la Banque de France? Alors, en général, il vaut mieux même solliciter un avocat en amont. D'accord. Parce que quand on va devant le juge, c'est que déjà il y a des contestations, soit de la part des créanciers, soit de la part des débiteurs. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on dit qu'on est en situation de surendettement que c'est automatique. En fait, ça peut être contesté par les gens à qui on doit de l'argent. Complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépose un dossier de surendettement, donc c'est des pièces qui sont liées à la situation financière, matrimoniale, donc c'est assez simple dans la constitution du dossier. Mais la Banque de France a toujours un droit de regard et c'est elle qui décide ou pas si vous répondez aux conditions de surendettement. Donc déjà, si vous êtes endetté. Et deuxième des choses, c'est d'être de bonne foi. D'accord. Donc vous avez la possibilité d'être en effet recevable à ce dossier. Et quand c'est le cas, vous avez toujours les créanciers qui sont souvent des bailleurs ou des banques qui vont contester ces décisions, parce que bien évidemment, ça ne les arrange pas. Bien sûr. Ouais. Puisque soit ils vont avoir une suspension de l'exigibilité de leur créance, soit ils vont avoir même un effacement de dette. Donc dès qu'ils ont la possibilité, ils vont contester. Donc c'est la raison. Mais par contre, la Banque de France peut décider de voir les remboursements suspendus pendant une certaine période, voire d'effacer la dette. Ça, c'est possible. Mais encore faut-il être de bonne foi. Et c'est là où tout repose sur ce que vous nous dites. Oui. Donc vous avez en fait 2 étapes au niveau de la procédure de surendettement. Vous avez l'étape de la recevabilité du dossier, c'est-à-dire oui ou pas vous rentrez dans le cadre légal. Et ensuite, une fois qu'on considère que vous êtes recevable, là, la Banque de France établit un plan avec les créanciers
ou sans les créanciers, ce qu'on appelle des mesures imposées. Et dans des cas, en effet, on n'a pas de capacité de remboursement, c'est ce que disait Jean-Louis Kiel, Jean-Louis Kiel, en effet. Pardon. En fait, vous avez justement cette étude de ressources moins charges, et en fonction si vous avez ou pas une capacité de remboursement, la Banque de France décide d'un effacement de dette. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant pour le débiteur, puisque ces dettes sont effacées. Ça, c'est la dernière étape. Pour le coup, j'imagine, c'est quand on ne peut même plus étaler les Exactement. remboursements. Ouais. Et c'est là où les créanciers, ayant crainte que cette situation se passe, tout de suite se réfugient dans la contestation devant le juge. Donc c'est systématique la contestation ou ça dépend? C'est quasi systématique. Récurrent. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, des dossiers où je suis saisie... Ça n'est pas systématique. La procédure est accessible aux citoyens. Il y a 3% qui font l'objet de contestation. Hein, donc c'est quand même assez faible. Et je pense qu'il faut rassurer les ménages dans la mesure du possible de faire d'abord leur bilan. Et effectivement, dans les cas les plus délicats où il y a une situation patrimoniale qui le justifie, s'il y a une contestation, à partir de ce moment-là, de se faire accompagner, parce qu'il n'y a pas d'obligation de représentation. La procédure se veut vraiment accessible. Il ne faut pas avoir peur. Oui, il ne faut pas avoir peur. Mais et elle n'est pas si complexe que ça. En effet. Il y a des situations délicates. Les irrecevabilités, moi je trouve que la bonne foi ou la mauvaise foi est un jugement moral qui devrait être supprimé parce que c'est une procédure économique. Il s'agit à la fois de protéger les créanciers, ce qui est logique. C'est aussi le droit du contrat. Et de l'autre côté, protéger le ménage et ramener la paix sociale là, et redonner une seconde chance aux personnes, aux femmes et aux hommes d'avoir le courage d'affronter leur destin. C'est pas la mort, le surendettement. Non, bien sûr. Mais alors, Myriam Benjeloun, donc effectivement, on se doute bien qu'en tant qu'avocate, vous avez peut-être les dossiers les plus sensibles, les plus complexes, et donc là où effectivement il y a des contestations. Jean-Louis Kiel l'a rappelé, bonne foi ou mauvaise foi. Bon, aujourd'hui, il y a un jugement là-dessus. Ça veut dire quoi être de mauvaise foi vis-à-vis de la Banque de France? Ça veut dire que vous auriez eu la capacité d'anticiper la situation? À quel moment on va juger ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, la bonne foi est présumée. D'accord. Donc, rarement sont les jugements qui retiennent la mauvaise foi. Donc ça, en effet, il faut rassurer nos concitoyens sur ce point. C'est-à-dire la bonne foi est présumée. Donc, même si un créancier vient indiquer que vous êtes de mauvaise foi, vous n'allez pas être jugé de mauvaise foi. C'est très compliqué de rapporter la preuve qu'un débiteur est de mauvaise foi. Et donc, la Banque de France retient que vous êtes de mauvaise foi quand vous avez déposé un précédent dossier, par exemple, et que vous n'avez pas respecté le plan qui a été mis en œuvre. D'accord. Et donc, en général, ces situations-là, c'est pas quand vous aviez pris des crédits disproportionnés ou énormément de crédits, parce que c'est une situation, si on est en situation de surendettement, c'est que forcément, on n'a pas su gérer notre budget. Bien sûr, donc, c'est pas du tout cette situation qui est sanctionnée. Comme il disait Monsieur Kiel, c'est en effet la situation. La Banque de France est assez clémente avec nos concitoyens. Ils acceptent en général les dossiers. C'est vraiment des situations assez rares quand la mauvaise foi est soulevée par la Banque de France. Mais ça peut arriver, effectivement. Ou en tout cas, on sait que la question va être posée à un moment ou à un autre. Voilà. Mais en général, c'est souvent quand il y a eu un précédent dossier et que ça n'a pas été respecté, ou qu'on est en plein dossier de surendettement, qu'on a contracté un autre crédit alors qu'on a une interdiction d'aggraver son endettement. Donc ça reste des situations assez rares. Et après, une fois qu'on est placé en procédure de surendettement et qu'on est considéré comme surendetté, là, pour le coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de donner du souffle, donner de l'air aux personnes concernées avec des étalements de crédit, voire des reports, voire attendre que la situation s'améliore, voire effacer des dettes dans les cas les plus dramatiques, pour le coup. Exactement. Et ben, ce sera la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Maître Myriam Benjeloun, avocate au barreau de Paris, et donc notamment spécialisée sur les procédures de surendettement et peut-être sur les cas les plus compliqués. Merci Jean-Louis Kiel, président de la Fédération française des associations Crésus, donc chambre régionale du surendettement social. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas à retrouver le replay mais également le podcast de l'émission sur toutes les plateformes de podcast.